Je m'appelle Ron, j'ai 27 ans, je suis développeur de logiciels à Boston, et j'ai longtemps cru que la famille signifiait un soutien inconditionnel. En grandissant, nous étions très unis, jusqu'au jour où mes parents ont exigé que je paie la dette de carte de crédit de $3000 de mon frère Tyler. Quand j'ai refusé, ils ont insisté pour que je lui donne ma voiture à la place. Rester sur mes positions m'a coûté mon foyer, car ils m'ont mis à la porte en me traitant d'égoïste. Après une année de silence, mon téléphone a sonné, un appel que je n'attendais plus. Avant de vous raconter comment ma vie s'est effondrée, et ce qui s'est passé lorsque mes parents m'ont finalement appelé un an plus tard, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme la mienne. J'ai grandi dans une modeste maison à 2 niveaux dans la banlieue de Boston, avec des parents qui travaillaient dur, mais qui n'ont jamais été vraiment à l'aise financièrement. Mon père, Martin, était un chef de chantier dévoué, fier de n'avoir jamais manqué une seule journée de travail en 30 ans. Ma mère, Diane, travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, tout en s'occupant de la maison avec un soin méticuleux. Notre famille n'était pas riche, mais nous avons toujours eu ce dont nous avions besoin. Sauf quand il s'agissait de nous traiter, mon frère et moi, de manière égale. Tyler, mon frère aîné de 3 ans, a toujours été l'enfant chéri. Même dans mes plus lointains souvenirs, je pouvais voir ce schéma de favoritisme, bien que je n'ai pas eu les mots pour le décrire à l'époque. Quand Tyler a cassé le vase préféré de maman en jouant au ballon dans la maison, cela a été qualifié de simple gaminerie. Quand j'ai accidentellement renversé du jus sur le tapis une semaine plus tard, j'ai été puni pour mon manque d'attention. Ces petites injustices se sont accumulées au fil des ans, créant une hiérarchie tacite dans notre dynamique familiale. Tyler avait l'avantage du charisme. Il pouvait charmer n'importe qui avec son sourire facile et ses blagues rapides. Les professeurs, les proches, et même les inconnus commentaient à quel point il était sociable, tandis qu'il me décrivait comme le garçon silencieux. Ce que la plupart des gens en dehors de notre famille ne voyaient pas, c'est comment ce charme masquait un manque de persévérance qui a défini une grande partie de sa vie. Il commençait des projets avec enthousiasme, mais les abandonnait dès qu'ils exigeaient un effort soutenu. Sa chambre était remplie de maquettes à moitié finies, de livres partiellement lus, et d'équipements sportifs pour des équipes qu'il avait quittées en milieu de saison. Pendant ce temps, je trouvais mon identité dans la fiabilité et la réussite scolaire. Je n'essayais pas de compenser les défauts de Tyler. J'aimais sincèrement apprendre et ressentir la satisfaction de terminer ce que j'avais commencé. Au lycée, le contraste entre nous est devenu plus prononcé. J'étais au tableau d'honneur, rédacteur en chef du journal de l'école, et j'économisais l'argent de mon travail du week-end à la quincaillerie locale. Tyler, lui, avait redoublé une année, changé plusieurs fois de groupe d'amis, et avait la réputation grandissante d'emprunter de l'argent qu'il ne remboursait jamais. L'université n'a fait qu'accentuer le fossé entre nos parcours. J'ai obtenu une bourse partielle pour étudier l'informatique dans une université d'État, et je travaillais 20 heures par semaine au service d'assistance informatique du campus pour couvrir le reste des frais. Je gérais mon budget avec soin, je postulais à toutes les bourses possibles, et j'ai obtenu mon diplôme avec un minimum de prêts étudiants. Tyler, de son côté, s'est inscrit au programme de commerce d'un community college, avec des projets vagues d'entrepreneuriat, pour finalement abandonner après un semestre. Il a ensuite essayé une formation en cuisine, a arrêté au bout de 3 mois, et a finalement tenté une certification d'entraîneur personnel qu'il n'a jamais terminée. Malgré ses difficultés scolaires, mes parents n'ont jamais semblé perdre espoir que Tyler trouverait sa voie. Il est encore en train de se chercher, disait ma mère sur la défensive, chaque fois que des proches s'enquéraient de ses progrès. Tout le monde n'est pas fait pour l'éducation traditionnelle, ajoutait mon père, bien que son ton trahisse une lassitude qui grandissait au fil des ans. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai eu la chance de décrocher un poste de développeur junior dans une entreprise de logiciels en pleine croissance à Boston. Le salaire n'était pas extraordinaire pour le secteur, mais il offrait une stabilité et un potentiel d'évolution. Plutôt que de louer immédiatement un appartement sur le marché cher de Boston, j'ai pris la décision pragmatique de continuer à vivre à la maison pendant 1 an ou 2, en contribuant à hauteur de $500 par mois aux dépenses du ménage, tout en économisant agressivement pour un acompte sur mon propre logement. Tyler, à 30 ans, s'était installé dans un schéma où il passait d'un emploi de vendeur à un autre, des postes qui offraient plus de potentiel de commission que de stabilité. Il commençait chaque poste avec des prédictions enthousiastes sur l'argent qu'il allait gagner, pour finalement démissionner lorsque la réalité d'un effort constant devenait claire. Entre 2 emplois, il vivait à la maison sans payer de loyer,
nos parents couvrant son assurance auto, sa facture de téléphone, et souvent les paiements minimums de ses cartes de crédit. Les cartes de crédit sont devenues une source de tension particulière dans la maison, bien que cela soit rarement abordé directement. Tyler avait accumulé au moins 6 cartes différentes à ma connaissance, chacune approchant de sa limite avec des achats qu'il ne pouvait justifier, des vêtements de marque, les derniers appareils électroniques, des week-ends entre amis, et des repas dans des restaurants bien au-dessus de son budget. Lorsque les relevés arrivaient, il promettait de reprendre ses finances en main, effectuant parfois les paiements minimums grâce à son dernier emploi, avant que le cycle ne recommence. Le comportement laxiste de mes parents s'est accentué à mesure que nous entrions dans l'âge adulte. Ils se sont portés garants pour le prêt automobile de Tyler, lorsque sa cote de crédit était trop basse pour qu'il puisse se qualifier seul. Ils ont payé son loyer pendant 3 mois quand il a décidé de déménager mais n'a pas pu conserver un emploi. Ils ont même couvert une facture de réparation de $1000 lorsqu'il a endommagé la moto d'un ami qu'il avait emprunté sans permission. Chaque fois, il qualifiait ces incidents d'aide pour traverser une « mauvaise passe », mais ces passes étaient devenues la trame entière de sa vie d'adulte. Avec le recul, je vois comment ce schéma a préparé le terrain pour la confrontation qui allait finalement déchirer notre famille. En continuant à sauver Tyler des conséquences de ses choix, mes parents avaient créé l'attente que quelqu'un serait toujours là pour nettoyer ses dégâts. Ce que personne d'entre nous n'attendait, c'est que je serais finalement désigné comme ce quelqu'un, ou que mon refus me coûterait ma place dans la famille. Le soir qui a tout changé a commencé comme beaucoup d'autres chez nous. C'était un mardi d'avril, et ma mère avait préparé son fameux pain de viande avec de la purée de pommes de terre, un plat réconfortant qui précédait souvent des conversations inconfortables dans notre famille. J'avais remarqué que mes parents échangeaient des regards lourds de sens tout au long du repas, et Tyler était inhabituellement silencieux, se concentrant sur son assiette plutôt que de dominer la conversation comme d'habitude. Alors que mon père se servait une deuxième portion, il s'est raclé la gorge. Un autre signe avant-coureur que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Alors, Ron, a-t-il commencé, sur un ton qui se voulait décontracté mais qui ratait sa cible, le travail se passe bien. Cette promotion est toujours d'actualité. J'ai hoché la tête, instantanément méfiant. Je devrais avoir des nouvelles le mois prochain. Le projet que je dirige se termine dans les délais, donc je suis optimiste. C'est super, a renchéri ma mère avec un enthousiasme excessif. Tu as toujours été si responsable avec ta carrière et tes finances. Elle a souligné le dernier mot en jetant un rapide coup d'œil à Tyler, qui s'est soudainement montré très intéressé par la réorganisation de ses petits pois. Mon père a pris une profonde inspiration. En parlant de finances, nous avons une petite situation dont nous devons discuter en famille. Il s'est tourné vers Tyler. Tu veux expliquer où je m'en charge? Tyler a haussé les épaules, sans toujours regarder personne dans les yeux. Ce n'est pas si grave. Je suis juste dans une mauvaise passe temporaire avec une de mes cartes de crédit. L'expression de mon père s'est durcie. $3000, ce n'est pas ce que j'appellerais une mauvaise passe temporaire, Tyler. La carte a atteint son plafond et il menace de l'envoyer au recouvrement. Un sentiment familier de malaise s'est installé dans mon estomac, alors que je réalisais où cette conversation nous menait. Mes soupçons ont été confirmés lorsque ma mère a tendu la main sur la table pour me tapoter la main. Chérie, nous savons que tu as si bien réussi à économiser pour la compte de ton appartement, et nous ne demanderions pas s'il y avait d'autres options. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Vous êtes en train de me demander de rembourser la dette de carte de crédit de Tyler? La question directe a flotté dans l'air un instant, avant que mon père n'acquiesce. Juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Il a une piste prometteuse pour un poste de vendeur chez Berkshire Insurance. C'est à la commission, mais son ami Marcus dit que les meilleurs vendeurs gagnent des salaires à 6 chiffres par an. Tyler a finalement levé les yeux, son expression un mélange étudié de contrition et d'optimisme que j'avais vu d'innombrables fois. Je te rembourserai en 3 mois, 6 au maximum. Cette opportunité pourrait être la chance que j'attendais. Ma mère est intervenue avant que je puisse répondre. Nous l'avons aidé avec de plus petites sommes auparavant, mais avec la rénovation de la salle de bain et les traitements pour le dos de ton père qui ne sont pas entièrement couverts par l'assurance, nous n'avons tout simplement pas les moyens cette fois-ci. Elle a baissé la voix comme pour partager une confidence. La famille est de la famille, Ron. C'est ce que nous vous avons toujours appris, à vous les garçons. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. Oui, la famille est de la famille, mais dans notre maison, cette aide avait toujours coulé dans une seule direction, vers Tyler.
Alors que la réalité de leur demande s'imposait, j'ai senti un mélange complexe d'émotions monter en moi, l'incrédulité qu'ils osent me demander cela, la colère face à l'injustice, et en dessous de tout, une profonde blessure de voir qu'ils considéraient ma responsabilité financière comme une ressource à exploiter pour l'irresponsabilité de Tyler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour créer cette dette, ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. Tyler a de nouveau haussé les épaules. La vie, mec. La voiture avait besoin de réparation. J'ai dû remplacer mon téléphone quand il est tombé dans le lac au chalet de Marcus. J'ai acheté quelques nouveaux costumes pour des entretiens. Ça s'additionne. Les costumes étaient un investissement dans sa carrière, a ajouté rapidement ma mère. J'ai pris une profonde inspiration. Tyler, tu as 30 ans. Ce n'est pas ta première urgence financière. Quel est ton plan pour mieux gérer ton argent à l'avenir? Parce que te sortir d'affaires ne servira à rien si tu répètes les mêmes schémas. Le visage de mon frère s'est assombri. Je n'ai pas besoin d'une leçon de mon petit frère. J'ai demandé de l'aide, pas des conseils financiers. En fait, ai-je corrigé, tu n'as pas demandé d'aide. Maman et papa l'ont fait en ton nom. Et ils demandent mon argent, que j'ai durement gagné. Je pense que ça me donne le droit de poser des questions sur la façon dont nous en sommes arrivés là. Le visage de mon père a rougi. Ça suffit, Ron. Tout le monde traverse des moments difficiles. Quand Tyler se remettra sur pied, il t'aidera si jamais tu en as besoin. C'est comme ça que la famille fonctionne. La conversation m'a rappelé d'innombrables petits incidents de notre vie. La fois où j'ai dû prêter $40 à Tyler pour un rendez-vous, qu'il avait promis de me rembourser avant le week-end, pour ensuite me dire que j'étais obsédé par l'argent quand j'en ai parlé 2 semaines plus tard. Ou la fois où il a emprunté mes manuels presque neufs pour un cours qu'il a fini par abandonner, me les rendant avec des taches de café et des pages cornées. Ou plus récemment, quand il a emprunté mon ordinateur portable juste pour l'après-midi et l'a rendu 3 jours plus tard, avec plusieurs touches qui collaient et sans aucune explication. Je suis désolé, ai-je finalement dit, mais je ne peux pas le faire. J'économise depuis presque 2 ans pour mon acompte, et $3000 me retarderaient de plusieurs mois. Tyler doit prendre la responsabilité de ses propres finances. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. L'expression de ma mère est passée de persuasive à blessée. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Ton frère t'aiderait si la situation était inversée. Le ferait-il, ai-je contesté, en regardant directement Tyler. M'as-tu déjà aidé financièrement, Tyler, ou de quelque manière significative que ce soit depuis que nous sommes adultes? Tyler a repoussé sa chaise de la table. Je ne voulais même pas te demander. Je leur avais dit que tu rendrais les choses bizarres. La voix de mon père a pris le ton autoritaire qu'il utilisait rarement, mais efficacement. Ça suffit, vous deux. Ron, je suis déçu. Très déçu. Nous t'avons élevé pour que tu valorises la famille avant les choses matérielles. Il ne s'agit pas de choses matérielles, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit de schémas et de conséquences. Si je paie ça, que se passera-t-il la prochaine fois, et la fois d'après? Tyler doit apprendre à gérer son argent, pas seulement à trouver quelqu'un d'autre pour nettoyer ses dégâts. Ma mère était maintenant au bord des larmes. Comment peux-tu être si froid? C'est ton frère. C'est ton sang. La dispute a continué en rompant pendant encore 20 minutes, mes parents alternant entre culpabilisation, appel à la loyauté familiale, et des assurances de plus en plus minces que ce serait la dernière fois que Tyler aurait besoin d'une telle aide. Au moment où je me suis retiré dans ma chambre, l'atmosphère dans la maison était lourde de tensions et de ressentiments inexprimés. Les jours qui ont suivi ont été atroces. Ma mère a adopté un silence de martyr à mon égard, soupirant lourdement chaque fois que nos chemins se croisaient. Mon père était plus direct dans sa déception, faisant des commentaires acerbes sur les « valeurs modernes » et le fait de « ne penser qu'à soi ». Tyler oscillait entre m'éviter complètement et faire des remarques passives-agressives lorsque nous étions forcés d'interagir. J'ai essayé de maintenir ma routine normale, partant tôt pour le travail et m'arrêtant parfois pour un café après ma journée pour retarder mon retour à la maison. J'espérais que la tension se dissiperait progressivement, comme cela s'était produit après de précédentes disputes familiales, mais au lieu de cela, elle semblait s'intensifier de jour en jour. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce conflit n'était que le premier acte d'un drame familial qui allait s'intensifier bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Pendant près d'une semaine après la confrontation au sujet de la carte de crédit,
je marchais sur des œufs à la maison. J'ai fait des efforts sincères pour maintenir la paix, tout en restant ferme sur ma décision. J'ai proposé des détailleurs à créer un budget et j'ai suggéré qu'ils se renseignent sur les services de conseil en crédit, offerts gratuitement par notre centre communautaire local. Ces tentatives de compromis ont été accueillies par des roulements d'yeux de Tyler et des remarques dédaigneuses de ma mère sur le fait que je ne comprenais tout simplement pas les pressions que subissait mon frère. Ma voiture est devenue mon sanctuaire pendant cette période de tension domestique. Ce n'était rien d'extraordinaire, une Subaru Impreza de 5 ans que j'avais achetée d'occasion avec 70 000 miles au compteur. Mais elle était fiable, bonne dans les hivers de Boston et, plus important encore, c'était le premier achat majeur que j'avais fait entièrement seul. J'avais économisé pour la compte pendant mes études, fait des recherches approfondies avant d'acheter, et effectué fidèlement chaque paiement pendant 3 ans jusqu'à ce que je la possède entièrement. Cette voiture représentait pour moi l'indépendance financière, une preuve tangible que la planification et la persévérance portaient leurs fruits. Tyler, pendant ce temps, conduisait une Ford Mustang plus récente, avec des jantes personnalisées et un système audio haut de gamme, une voiture bien au-dessus de son budget qu'il avait acheté sur un coup de tête, lors d'une brève période de stabilité financière 2 ans plus tôt. Les paiements mettaient à rude épreuve ses revenus irréguliers, et il se plaignait fréquemment des coûts d'assurance et d'entretien. J'avais gardé mes opinions pour moi lorsqu'il l'avait acheté, bien que je sache que c'était une bombe à retardement financière. Cette bombe a finalement explosé un jeudi soir pluvieux, lorsque Tyler est rentré à la maison en maudissant et en claquant les portes. Sa Mustang était tombée en panne sur l'autoroute, et le premier diagnostic du dépanneur était sombre, une panne majeure de la transmission, coûtant probablement des milliers de dollars à réparer. Ce désastre mécanique ne pouvait pas arriver à un pire moment, avec Tyler entre 2 emplois et son crédit déjà au maximum. Ce soir-là, au dîner, mon père a annoncé qu'il devait parler à tout le monde de la situation des transports, après que nous ayons fini de manger. Mon estomac s'est noué d'appréhension alors que nous passions au salon pour cette réunion de famille impromptue. Comme vous le savez, a commencé mon père, la voiture de Tyler a besoin de réparations majeures qui ne sont pas financièrement réalisables pour le moment. Il a plusieurs entretiens d'embauche prometteurs de prévus, mais il a besoin d'un moyen de transport fiable pour s'y rendre. Ma mère hochait la tête, son expression déjà figée dans l'inquiétude sympathique qu'elle réservait exclusivement aux problèmes de Tyler. Nous avons examiné les options de location, mais sans revenu ni crédit disponible, ce n'est pas possible non plus. J'avais un mauvais pressentiment sur la direction que prenait cette conversation, mais je n'étais pas préparé à la manière dont ils allaient l'aborder. Ron, a dit mon père, en me fixant d'un regard sérieux, nous pensons que la solution la plus pratique est que tu laisses Tyler utiliser ta Subaru jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Tu peux prendre le bus pour aller au travail. Il y a un arrêt à seulement 2 pâtés de maison. La demande m'a frappé comme un coup de poing. Vous voulez que je donne ma voiture à Tyler? La voiture que j'ai payée moi-même? Pas donnée, a corrigé rapidement ma mère. Juste partagée, jusqu'à ce qu'il règle sa situation. Tu as toujours été si doué avec les horaires de bus de toute façon, et c'est mieux pour l'environnement. Tyler était affalé dans le fauteuil, affectant un air de détachement, comme si la conversation ne tournait pas autour de lui. Mais j'ai surpris dans son expression une attente pleine de droit. Ces entretiens d'embauche sont partout dans la région métropolitaine, a poursuivi mon père. Le système de bus n'est pas pratique pour lui. Mais ton bureau est sur une ligne directe. L'absurdité de leur demande a alimenté ma frustration croissante. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Tyler achète une voiture qu'il ne peut pas se permettre, ne l'entretient pas correctement, et maintenant qu'elle est en panne, la solution est que j'abandonne la voiture pour laquelle j'ai économisé et que j'ai correctement entretenue? En quoi est-ce logique? L'expression de ma mère s'est durcie. Nous ne te demandons pas ça pour toujours, Ron. Juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Pourquoi dois-tu toujours tout rendre si difficile? C'est moi qui suis difficile? Tyler a entièrement créé cette situation par ses propres choix. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi le problème parce que je ne veux pas sacrifier mon moyen de transport? Tyler a finalement pris la parole. Si tu ne veux pas aider, dis-le simplement. Ne fais pas comme si tu étais meilleur que moi parce que tu conduis une voiture ennuyeuse et que tu as un travail ennuyeux. La conversation a rapidement dégénéré à partir de là. Mes suggestions d'alternatives raisonnables ont été systématiquement rejetées. Pourriez-vous aider Tyler à trouver une voiture d'occasion abordable? Quelque chose de basique, juste pour le transport, ai-je proposé.
Il a besoin de quelque chose de fiable pour l'image professionnelle lors de ses entretiens, a répliqué ma mère. Et le covoiturage avec Marcus, puisqu'ils sont amis et vivent à proximité? Marcus travaille de nuit maintenant, a balayé Tyler. Je pourrais conduire Tyler à ses entretiens s'il les planifie en fonction de mes heures de travail. Il ne peut pas contrôler quand les entreprises veulent le recevoir en entretien, a dit mon père avec impatience. Il est devenu de plus en plus clair qu'ils avaient déjà décidé que la seule solution acceptable était ma voiture en possession de Tyler. Quand je suis resté ferme dans mon refus, les accusations familières ont commencé. Tu as toujours été égoïste avec tes affaires, a dit ma mère, faisant référence à des conflits d'enfance qui avaient peu de pertinence dans notre situation d'adulte. Je n'aurais jamais pensé élever un fils qui n'aiderait pas son propre frère, a ajouté mon père, avec une déception délibérée dans la voix. C'est pour ça que je ne compte jamais sur toi pour rien, a marmonné Tyler. Tu n'as pas l'esprit d'équipe. Tu ne l'as jamais eu. À la fin de la soirée, aucune résolution n'avait été trouvée, si ce n'est un enracinement plus profond des positions et une atmosphère domestique qui était passée de tendue à presque insupportable. Le lendemain matin, au petit déjeuner, mes parents évitaient mon regard. Tyler a fait semblant de chercher les itinéraires de bus pour ses entretiens, soupirant de manière dramatique et commentant le nombre de correspondances nécessaires. Le problème de la voiture a créé un nouveau niveau de tension dans nos interactions quotidiennes. J'ai commencé à me garer dans la rue plutôt que dans notre allée, après avoir trouvé Tyler assis dans ma voiture un soir, juste pour regarder les fonctionnalités. J'ai commencé à garder mes clés avec moi en permanence, après avoir remarqué qu'elles n'étaient plus là où je les avais laissées sur le comptoir de la cuisine. La maison qui avait autrefois été mon refuge me semblait maintenant un territoire hostile, où je devais constamment être sur mes gardes. Ce qui me faisait le plus mal pendant cette période, ce n'était pas seulement les exigences déraisonnables, mais la prise de conscience de la nature conditionnelle de l'affection de ma famille. La chaleur et l'approbation pour lesquelles j'avais travaillé si dur toute ma vie pouvaient apparemment être retirées, dès l'instant où je refusais de sacrifier mon propre bien-être pour le bénéfice de Tyler. Cette révélation a été douloureuse mais finalement éclairante, mettant en lumière des schémas de dysfonctionnement que j'avais normalisés pendant des années, mais que je ne pouvais plus ignorer. Au fur et à mesure que la semaine avançait, je sentais que nous approchions d'un point de rupture. Les commentaires passifs-agressifs, les silences pesants, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, tout signalait que quelque chose se préparait. Pourtant, je n'étais pas prêt à voir à quel point les choses allaient s'envenimer, ni à quel point notre dynamique familiale était sur le point de changer de façon permanente. La confrontation finale a eu lieu exactement une semaine après la dispute au sujet de la voiture, un samedi matin où tout le monde était à la maison. Je venais de rentrer d'une séance de sport matinale et je préparais mon petit déjeuner quand mon père a appelé depuis le salon. Ron, réunion de famille, maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. J'ai éteint la cuisinière et j'ai rejoint mes parents et Tyler dans le salon, où ils étaient déjà assis et attendaient, leurs expressions sombres et déterminées. L'atmosphère semblait différente cette fois-ci. Pas seulement tendue, mais résolue, comme si une décision avait déjà été prise. Mon père n'a pas perdu de temps pour aller droit au but. Ta mère et moi avons discuté, et nous sommes arrivés au bout de notre patience avec cette situation. La tension constante dans cette maison affecte le bien-être de tout le monde. Ma mère était assise, les mains étroitement jointes, acquiesçant à ses paroles. Tyler se prélassait dans le fauteuil avec une expression qui fluctuait entre un désintérêt fin et une satisfaction mal dissimulée. Nous vous avons élevés tous les deux pour que vous compreniez que la famille passe en premier, a poursuivi mon père. Nous nous soutenons les uns les autres, surtout en cas de besoin. Tyler traverse une période critique de sa vie en ce moment. Sans moyen de transport, il pourrait manquer des opportunités qui pourraient enfin lui donner le nouveau départ dont il a besoin. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais il a levé la main pour me faire taire. Laisse-moi finir. Nous avons mûrement réfléchi à cela, et nous avons pris une décision. Soit tu aides ton frère dans son moment de besoin, que ce soit avec la dette de carte de crédit ou en partageant ta voiture, soit tu dois te trouver un autre endroit où vivre. L'ultimatum flottait dans l'air comme une présence physique. Malgré les tensions croissantes des dernières semaines, je n'avais pas imaginé que cela en arriverait là. Mes propres parents me menaçaient de me mettre à la porte pour avoir refusé d'encourager l'irresponsabilité de mon frère. Vous êtes sérieux, ai-je finalement réussi à dire. Vous choisissez la commodité de Tyler plutôt que de m'avoir dans votre maison. La voix de ma mère tremblait d'émotion, mais ses mots étaient fermes.
Nous choisissons les valeurs familiales, Ron. Nous choisissons le fils qui comprend ce que signifie faire partie de cette famille. Et mes valeurs, ai-je répliqué, une nouvelle clarté émergeant à travers mon choc. Et ma conviction qu'aider quelqu'un signifie encourager la responsabilité, pas perpétuer la dépendance? Est-ce que ça ne compte pour rien? N'essaie pas de justifier ton égoïsme avec des mots savants, a interrompu Tyler. Tu as les moyens d'aider, mais tu choisis de ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Une reconnaissance de la dynamique toxique dont j'avais fait partie pendant des années. J'avais passé ma vie entière à chercher leur approbation en étant le responsable, le performant, le fils sur qui ils pouvaient compter. Mais ce rôle n'avait de valeur que lorsqu'il leur profitait directement ou résolvait les problèmes que Tyler avait créés. Mon succès n'était pas célébré. Il était simplement une ressource à exploiter en cas de besoin. Je ne donnerai pas ma voiture à Tyler, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le pensais. Et je ne paierai pas sa facture de carte de crédit. Ce ne sont pas des demandes raisonnables, et le fait que vous menaciez de me mettre à la porte pour avoir refusé montre à quel point notre relation familiale est devenue tordue. Mon père s'est levé, le visage rouge de colère. Alors tu as fait ton choix. Je veux que tu sois parti d'ici demain soir. Malgré l'anticipation de cette réponse, l'entendre à voix haute m'a frappé avec une force inattendue. Vous êtes vraiment en train de faire ça. Vous mettez votre fils à la porte parce qu'il ne veut pas renoncer à sa voiture. Nous te demandons de partir parce que tu as démontré que tu ne partages pas nos valeurs, a dit ma mère, les larmes coulant maintenant sur son visage. Il ne s'agit pas seulement de la voiture. Il s'agit de ton refus d'aider la famille dans le besoin. C'est de la manipulation, et vous le savez, ai-je répondu, mes propres émotions menaçant de me submerger. Tyler n'est pas dans le besoin. Il est dans une situation qu'il a lui-même créée, encore une fois. Et votre solution n'est pas de l'aider à développer de meilleures habitudes, mais de me punir pour ne pas avoir nettoyé ses dégâts. Toujours le jugement, a marmonné Tyler. Toujours à te croire meilleur que tout le monde. Je les ai regardés chacun à leur tour. Mon père, debout, rigide de colère moralisatrice. Ma mère, en pleurs mais inflexible. Et Tyler, dont l'expression trahissait une satisfaction de me voir enfin faire face aux conséquences pour m'être opposé au système familial. Très bien, ai-je finalement dit. Si c'est votre décision, je serai parti d'ici demain. La réalité de ce qui venait de se passer ne s'est pas entièrement imposée. Alors que je montais dans ma chambre, un calme étrange m'a envahi pendant que je sortais mes valises et que je commençais le processus surréaliste de décider quels biens étaient suffisamment essentiels pour être emportés et lesquels devraient être laissés derrière. Vêtements, ordinateur portable, documents importants, mes livres professionnels et certifications, l'album photo de ma remise de diplôme universitaire. Un moment familial heureux que j'avais chéri, maintenant souillé par notre réalité actuelle. Pendant que je faisais mes valises, personne n'est venu voir comment j'allais ou reconsidérer l'ultimatum. J'entendais mes parents et Tyler parler à voix basse en bas, des rires occasionnels ponctuant leur conversation, comme si une grande tension avait été soulagée par mon départ imminent. Le retour désinvolte à la normale dans leurs interactions, alors que ma vie était bouleversée, m'a semblé particulièrement cruel. Le soir venu, j'avais rempli ma voiture de l'essentiel et rangé le reste de mes affaires soigneusement dans ma chambre. J'ai trouvé mes parents dans la cuisine et je leur ai tendu ma clé de maison. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires une fois que j'aurai un logement permanent, ai-je dit, en luttant pour garder une voix égale. Ma mère a semblé vouloir dire quelque chose de conciliant, mais mon père a parlé le premier. Ce serait mieux. Fais-nous savoir quand, et nous ferons en sorte que quelqu'un soit à la maison. La nature clinique de sa réponse a confirmé qu'il n'y aurait pas de changement de dernière minute, aucune reconnaissance de la nature extrême de leurs actions. J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler davantage, et je suis sorti vers ma voiture, ce bien même qui était devenu le symbole de cette fracture familiale. Assis au volant, la clé dans le contact, j'ai été submergé par une vague d'émotions si intense que je n'ai pas pu démarrer le moteur immédiatement. La trahison était la plus profonde. La prise de conscience que les personnes qui auraient dû m'offrir un amour inconditionnel avaient plutôt posé des conditions que je ne pouvais absolument pas accepter. En dessous, il y avait la peur de mon avenir immédiat, la colère face à l'injustice, et une profonde tristesse pour ce que notre famille était devenue. J'avais $5000 d'économie, de l'argent qui avait été destiné à mon futur acompte, mais qui devrait maintenant servir de fonds d'urgence.
J'avais un emploi stable, mais aucune perspective de logement immédiate sur le marché locatif cher de Boston. J'avais des collègues avec qui j'étais amical, mais pas d'amis proches à qui je me sentais à l'aise de demander une aide importante. Alors que le crépuscule tombait sur le seul quartier que j'avais jamais appelé chez moi, j'ai finalement démarré la voiture. Sans destination claire en tête, je me suis éloigné du trottoir, regardant la maison s'éloigner dans mon rétroviseur. Soudain, la maison d'un étranger plutôt que la mienne. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais avec une certitude absolue que la vie ne serait plus jamais la même. Cette première nuit a été la plus difficile. Après avoir conduit sans but pendant 1 heure, la réalité s'est imposée. J'avais besoin d'un endroit pour dormir. Les hôtels à Boston étaient bien trop chers pour plus d'une nuit ou deux, ce qui aurait rapidement épuisé mes économies. En désespoir de cause, j'ai appelé Justine, un collègue avec qui je déjeunais occasionnellement, et je lui ai maladroitement expliqué ma situation. Mes parents m'ont mis à la porte à cause d'un désaccord familial, ai-je dit, en essayant de garder ma dignité tout en demandant de l'aide. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir pour une nuit ou deux, le temps que je m'organise. La réponse de Justine m'a surpris. Mec, c'est dur. Mon canapé est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Je prends une bière avec des amis, mais je t'enverrai l'adresse et le code de la porte par texto. Fais comme chez toi. Sa gentillesse désinvolte m'a mis au bord des larmes. J'avais passé des années à croire que la famille était censée être votre système de soutien ultime. Pourtant, voilà quelqu'un que je connaissais à peine en dehors du travail, qui m'offrait de l'aide sans hésitation. L'appartement de Justine était un petit 2 pièces à Somerville, avec un salon à peine assez grand pour un canapé, une télévision et une table basse. Mais ce canapé exigu me semblait un luxe comparé à l'alternative. Cette nuit-là, en regardant un plafond inconnu dans la faible lueur des lampadaires filtrant à travers de fins rideaux, le poids total de ma situation m'est tombé dessus. J'avais perdu ma maison, mes relations familiales et les fondations sur lesquelles j'avais bâti ma vie. Tout cela parce que j'avais refusé de sacrifier ma stabilité financière pour l'irresponsabilité de mon frère. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai préparé du café, déterminé à ne pas être un fardeau pour mon hôte. Quand Justine est sortie de sa chambre, je lui ai exprimé ma gratitude et je l'ai assuré que je chercherais activement un logement. Pas de précipitation, a-t-il dit en se servant du café. Je suis passé par là il y a quelques années. Mes parents n'étaient pas d'accord avec mes choix de carrière. Parfois, la famille, c'est compliqué. Son acceptation pragmatique de ma situation, sans jugement, était exactement ce dont j'avais besoin. Lundi matin a apporté le défi de maintenir mon professionnalisme au travail. Alors que ma vie personnelle était en plein chaos, j'ai configuré des alertes par email pour les annonces d'appartements pendant le déjeuner et j'ai commencé le processus décourageant de la recherche d'appartements sur l'un des marchés locatifs les plus chers d'Amérique. Chaque annonce semblait exiger des combinaisons impossibles, des quartiers abordables mais dangereux, un loyer raisonnable mais à 2 heures de trajet, ou des emplacements décents avec des exigences de colocataires que je ne pouvais pas satisfaire à court terme. Mercredi, Justine m'avait présenté à son réseau d'amis, qui m'ont traité comme une connaissance de longue date plutôt que comme une charge. Rachel, une graphiste du groupe, m'a offert un soutien particulier. Mon frère s'est fait mettre à la porte parce qu'il était gay quand nous étions adolescents, a-t-elle partagé discrètement lors d'un dîner de groupe. Le rejet familial est une douleur d'un genre particulier. Fais-moi savoir si jamais tu as besoin de parler. Une semaine après le début de mon séjour sur le canapé, je n'avais toujours pas eu de nouvelles de mes parents ou de Tyler. Pas d'appel, pas de texto, pas même un email pour savoir si j'avais un toit sur la tête. Leur silence en disait long sur la nature conditionnelle de leur sollicitude. Je fluctuais entre la peine, la colère et une détermination croissante à me construire quelque chose de mieux. La recherche d'appartements continuait d'être difficile, mais après 2 semaines d'efforts persistants, j'ai trouvé un studio à Brighton que je pouvais presque me permettre. Il était petit, à peine 40 mètres carrés, mais propre, avec une kitchenette fonctionnelle et sa propre salle de bain. Le loyer prendrait près de la moitié de mon revenu mensuel, laissant peu de place à l'épargne, mais il offrait l'indépendance dont j'avais désespérément besoin. Tu vas avoir besoin de meubles, a souligné Rachel après que j'ai signé le bail. Le lendemain, elle est arrivée chez Justine avec son SUV. Tournée des friperies. Je paie l'essence, tu paies le déjeuner. Ce samedi est devenu un cours intensif d'ameublement à petit budget. Nous avons écumé les friperies,
les dépôts-ventes et même quelques trouvailles sur le trottoir dans des quartiers en gentrification. Le soir, nous avions trouvé un futon qui servait de lit, un bureau bancal mais fonctionnel, 2 chaises de salle à manger dépareillées et divers ustensiles de cuisine, le tout pour moins de 300 $. Le flair de Rachel pour les trésors cachés et sa volonté de négocier avaient étiré mon budget limité plus loin que je ne le pensais possible. Emménager dans mon minuscule studio était à la fois déprimant et libérateur. L'espace était certainement un déclassement par rapport à ma chambre confortable dans la maison de mes parents, mais c'était le mien, un endroit où personne ne pouvait menacer de m'expulser pour avoir maintenu des limites saines. Justine, Rachel et 2 autres amis ont formé une équipe de déménagement impromptue, transformant la tâche en quelque chose de presque amusant, avec pizza et bière une fois que tout était en place. « Bienvenue chez toi », a dit Rachel en levant sa bouteille en guise de toast. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. » Ces mots ont résonné profondément. Toute ma vie, j'avais suivi le chemin prescrit, j'avais étudié dur, obtenu mon diplôme avec mention, décroché un emploi stable, et économisé de manière responsable. Pourtant, tout ce comportement responsable m'avait quand même laissé vulnérable à la manipulation familiale. Ce minuscule appartement représentait le début d'une véritable indépendance, non seulement financière, mais aussi émotionnelle. Au fil des semaines et des mois, j'ai développé de nouvelles routines. Mon trajet était plus long, mes repas plus simples et mon budget de divertissement pratiquement inexistant. Mais j'ai découvert des avantages inattendus à ma nouvelle situation. Sans la tension constante de la maison familiale, je dormais mieux. Sans le fardeau de la manipulation émotionnelle, j'avais plus d'énergie pour mon travail, ce qui a conduit à une productivité accrue et à une attention positive de la part de ma direction. 3 mois après avoir été mis à la porte, j'ai reçu une évaluation de performance avec une promotion et une augmentation inattendue. Votre concentration et votre rendement ont été exceptionnels ces derniers temps, a noté mon superviseur. Quels que soient les changements que vous avez apportés à votre approche, ils fonctionnent. L'ironie ne m'a pas échappé, m'éloigner de mon environnement familial toxique avait en fait accéléré ma croissance professionnelle. L'augmentation ne changerait pas immédiatement ma situation de logement, mais elle me permettait de commencer à reconstituer mon fonds d'urgence et de rejoindre occasionnellement des amis pour dîner sans compter chaque dollar. L'amitié de Rachel a continué d'être un point particulièrement lumineux. Elle m'a présenté à son cercle social plus large, m'a invité à des vernissages et à des événements communautaires, et prenait régulièrement de mes nouvelles avec des textos attentionnés. Quand j'ai mentionné que je me sentais dépassé par la gestion de ma situation familiale, elle m'a recommandé sa thérapeute, qui offrait une option de paiement à échelle mobile. Le docteur Catherine Mills est devenue une autre pierre angulaire de mon processus de reconstruction. De sa manière douce mais directe, elle m'a aidé à identifier les schémas de ma dynamique familiale que je n'avais jamais pleinement reconnus, la parentification qui m'avait rendu responsable de problèmes d'adultes dès mon plus jeune âge, la dynamique de « l'enfant chéri » contre le « bouc émissaire » entre Tyler et moi, la manipulation émotionnelle qui avait rendu l'amour conditionnel à la conformité. Les systèmes familiaux peuvent être des forces puissantes, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement éclairante. Vous avez été entraîné toute votre vie à remplir un rôle spécifique. Sortir de ce rôle, même lorsque c'est le choix sain, pousse le système à essayer de vous y ramener. Vos parents et votre frère réagissent à cette perturbation, pas à vous en tant que personne. Ces aperçus n'ont pas immédiatement guéri la douleur du rejet, mais ils ont fourni un cadre pour comprendre ce qui s'était passé, un cadre qui n'était pas basé sur l'autoculpabilisation. Je n'avais pas échoué en tant que fils ou frère. J'avais simplement refusé de participer plus longtemps à un système malsain. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai réalisé que j'avais créé par inadvertance quelque chose de précieux, une famille de cœur. Justine, Rachel et plusieurs autres étaient devenus mon système de soutien, m'offrant l'acceptation inconditionnelle que ma famille biologique m'avait retirée. Nous célébrions les anniversaires ensemble, nous nous aidions mutuellement à travers les crises professionnelles, et nous créions de nouvelles traditions comme les soirées de jeux de société mensuelles et les randonnées du week-end. Pendant cette période de croissance, ma famille biologique a maintenu un silence radio complet. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas de texto à Thanksgiving, pas même une carte de Noël générique. Je m'attendais à au moins une forme de contact, et leur absence totale a créé un processus de deuil à part entière. Je pleurais non seulement la perte de mes relations familiales réelles, mais aussi la perte de ce que ces relations auraient dû être. La partie la plus difficile de l'éloignement familial, a observé le docteur Mills, est souvent de renoncer au fantasme de ce que la famille devrait être. Vous faites le deuil à la fois de la relation réelle et de celle,
idéalisé, que vous méritiez mais que vous n'avez jamais eu. Grâce à la thérapie et au soutien de mes amis, j'ai progressivement développé des perspectives plus saines sur ma valeur et mes relations. J'ai appris que les limites n'étaient pas égoïstes, mais nécessaires pour une connexion authentique. J'ai découvert que le respect, et non le sacrifice, était le fondement de relations significatives. Et plus important encore, j'ai réalisé que ma valeur en tant que personne n'était pas déterminée par mon utilité pour les autres. À l'approche du premier anniversaire de mon départ, j'avais créé une vie qui, bien que différente de ce que j'avais prévu, contenait une joie et une authenticité véritables. Mon studio, initialement un simple abri d'urgence, était devenu un vrai foyer avec des objets soigneusement choisis qui reflétaient mes goûts. Mon cercle d'amis s'était élargi pour inclure des personnes partageant des intérêts et des valeurs communs. Ma carrière continuait sur une trajectoire ascendante, avec une deuxième promotion me plaçant à un poste de manager junior. La croissance que j'avais connue au cours de cette année difficile n'était pas celle que j'aurais choisie, mais elle m'avait transformé d'une manière que j'ai fini par apprécier profondément. J'avais découvert une résilience que je ne savais pas posséder, développé des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, et construit une vie qui honorait mes propres besoins sans sacrifier l'attention portée aux autres. Bien que la douleur du rejet familial n'ait pas complètement guéri, elle ne me définissait plus et ne dictait plus mes choix. J'étais devenu l'auteur de ma propre histoire, plutôt qu'un personnage dans celle de quelqu'un d'autre. 6 mois après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai reçu un texto inattendu de Barbara, l'amie de longue date de ma mère, qui avait été comme une tante pour moi en grandissant. Je prends un café en ville demain. J'adorerais te voir si tu es disponible. Le message m'a surpris. Barbara avait toujours été proche de ma mère, et je supposais qu'elle n'avait entendu qu'une seule version de la rupture familiale. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon bureau. Barbara m'a serré chaleureusement dans ses bras, son expression un mélange d'affection et d'inquiétude. « Tu as l'air en forme », a-t-elle dit en étudiant mon visage. Différent, en quelque sorte. Plus posé. Autour de Capuccino, elle a progressivement révélé le véritable but de sa démarche. Tyler avait perdu son emploi 3 mois après mon départ. Pas le poste de vendeur prometteur qui avait été mentionné lors de notre confrontation finale, mais un autre poste de vendeur au détail qu'il avait pris lorsque cette opportunité était tombée à l'eau. Selon Barbara, il était arrivé en retard à plusieurs reprises, puis s'était déclaré malade pendant 3 jours consécutifs lorsqu'un ami avait eu des billets de rechange pour un festival de musique. « Tes parents ont des difficultés », a-t-elle admis avec prudence. Ils aident Tyler avec les paiements de sa voiture depuis qu'il a perdu son emploi, et la dette de carte de crédit qu'il voulait que tu paies. Elle est partie au recouvrement de toute façon. Leur crédit en a pris un coup quand ils ont essayé de l'aider à la consolider avec leur propre carte. J'ai absorbé cette information avec des émotions complexes. Une partie de moi ressentait une certaine satisfaction que la réalité ait confirmé mes craintes concernant leur laxisme envers Tyler. Une autre partie ressentait une tristesse sincère pour le stress financier de mes parents. Mais surtout, je ressentais un étrange détachement, comme si j'entendais parler de parents éloignés plutôt que des personnes qui m'avaient élevé. Tyler est retourné vivre à la maison il y a environ 2 mois, a poursuivi Barbara. D'après ce que dit ta mère, c'est difficile. Il sort tard, dort jusqu'à midi, et se met sur la défensive dès qu'il lui pose des questions sur sa recherche d'emploi. Ton père et lui ont eu une grosse dispute la semaine dernière, quand ton père lui a suggéré de se renseigner sur les programmes de formation professionnelle. Je suis désolé qu'il traverse une période difficile, ai-je dit sincèrement. Mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu me dis ça. Barbara a soupiré, des rides d'inquiétude visibles autour de ses yeux. Ta mère ne l'admettrait jamais, mais je pense qu'il commence à voir le schéma plus clairement maintenant que tu n'es plus là. Tu étais toujours le tampon, Ron, le responsable qui équilibrait la dynamique familiale. Sans toi, les problèmes avec Tyler sont plus difficiles à ignorer ou à justifier. Elle a hésité avant d'ajouter, ta mère a demandé de tes nouvelles la semaine dernière. Pas directement, elle est encore trop fière pour ça, mais elle voulait savoir si j'avais entendu comment tu allais. Je pense qu'elle regrette la façon dont les choses se sont passées, même si elle ne peut pas encore le dire. Cette révélation a suscité des émotions inattendues. J'avais imaginé mes parents complètement indifférents à mon absence, continuant à se concentrer exclusivement sur les besoins de Tyler. L'idée qu'ils puissent remettre en question leur décision m'a fait réfléchir, mais pas assez pour briser ma ferme résolution de ne pas me réengager dans leur dysfonctionnement. J'apprécie que tu me dises ça, Barbara. Vraiment.
Mais je ne suis pas en mesure de m'impliquer dans leur situation en ce moment. J'ai enfin créé une certaine stabilité pour moi-même. Barbara a hoché la tête, la compréhension évidente dans son expression. Je ne te suggère pas de les sauver. Je pensais juste que tu méritais de savoir. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait le bon choix en tenant bon. Il était grand temps. Dans les semaines qui ont suivi notre rencontre, j'ai traité cette nouvelle information avec l'aide du Dr Mills. Il est naturel de se sentir partagé, m'a-t-elle assuré. Vous pouvez simultanément vous inquiéter de leurs difficultés tout en maintenant les limites qui protègent votre bien-être. Pendant ce temps, ma vie personnelle continuait d'évoluer dans une direction positive. Mon amitié avec Rachel s'était progressivement transformée en quelque chose de plus profond. Nous partagions des valeurs similaires en matière de responsabilité financière, de communication et de soutien mutuel, créant ainsi les bases d'une relation que je n'avais jamais connue auparavant. Ce que j'aime chez nous, a dit Rachel un soir alors que nous préparions le dîner dans ma petite cuisine, c'est que nous sommes une équipe sans tenir les comptes. Aucun de nous ne donne ou ne prend en permanence. Il y a un équilibre. Son observation a mis en lumière exactement ce qui manquait dans mes relations familiales. Dans la maison de mes parents, Tyler avait perpétuellement pris alors que l'on attendait de moi que je donne, créant un déséquilibre qui était finalement insoutenable. Avec Rachel, je découvrais pour la première fois ce que signifiait une saine réciprocité. 9 mois après avoir quitté la maison, j'ai reçu une deuxième mise à jour de Barbara. Cette fois, les nouvelles étaient plus préoccupantes. Mon père avait eu une légère crise cardiaque, liée au stress. Selon ses médecins, il était stable et en convalescence, mais l'incident avait plongé la famille dans une tourmente à la fois émotionnelle et financière. Entre les factures médicales et le chômage persistant de Tyler, mes parents envisageaient une deuxième hypothèque sur leur maison. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes responsable, m'a assuré Barbara. Mais je pensais que tu devais être au courant de l'état de santé de ton père. La nouvelle de la crise cardiaque de mon père m'a secoué plus que je ne l'aurais cru. Malgré tout ce qui s'était passé, c'étaient toujours les personnes qui m'avaient élevé. Après en avoir discuté avec Rachel et le Dr Mills, j'ai décidé d'envoyer un bref email à ma mère, exprimant mon inquiétude pour la santé de mon père et lui souhaitant un bon rétablissement. Je suis resté simple et direct, n'offrant aucune ouverture pour des discussions sur une réconciliation ou une aide financière. À ma grande surprise, ma mère a répondu en quelques heures avec une égale retenue. Merci pour ton inquiétude. Ton père se remet bien et suit les ordres des médecins. J'espère que tu vas bien aussi. L'absence de manipulation ou de culpabilité dans son message m'a semblé significative. Un changement léger mais notable par rapport à nos schémas de communication précédents. À l'approche du premier anniversaire de mon départ, je me suis retrouvé à réfléchir aux changements spectaculaires de ma vie. Sur le plan professionnel, j'avais progressé plus que je ne l'aurais fait autrement, dirigeant récemment un projet réussi qui m'avait valu la reconnaissance de la haute direction. Sur le plan personnel, ma relation avec Rachel s'était approfondie en quelque chose que je pouvais timidement appeler de l'amour, bien que nous procédions tous les deux avec une prudence appropriée. Mon cercle d'amis s'était élargi pour inclure des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour elles. Plus significativement, ma compréhension de la famille avait évolué. La famille n'était pas seulement une question de lien du sang ou d'histoire partagée. C'était le respect constant, le soutien mutuel et la liberté d'être authentique sans crainte de rejet. À cette aune, les amis qui m'avaient soutenu tout au long de cette année difficile étaient plus ma famille que les personnes qui partageaient mon ADN. Lorsque Barbara m'a envoyé un texto exactement 1 an après mon départ, j'étais dans un état émotionnel fondamentalement différent de celui du jeune homme blessé qui s'était éloigné avec ses biens emballés à la hâte dans sa voiture. J'avais créé une vie bâtie sur des fondations plus saines que celles que j'avais laissées derrière moi. J'avais découvert des forces que je ne savais pas posséder et des valeurs que je n'étais plus prêt à compromettre. Ta mère a demandé ton numéro de téléphone, disait le message de Barbara. Je lui ai dit que je vérifierais d'abord avec toi avant de le partager. Le choix t'appartient entièrement. Après mûre réflexion et consultation avec le Dr Mills, j'ai décidé de permettre à Barbara de partager mon numéro. Je n'étais pas prêt à me réengager pleinement avec ma famille, mais j'étais suffisamment sûr de mes limites pour recevoir une communication de leur part. Quoi qu'ils veuillent dire, j'étais enfin en mesure de l'entendre sans être dévasté par la critique ou la manipulation. 3 jours plus tard, alors que je préparais le petit déjeuner du dimanche dans mon studio, mon téléphone a affiché un appel entrant d'un numéro bien trop familier. Prenant une profonde inspiration,
j'ai répondu, incertain de ce que cette connexion pourrait apporter, mais confiant dans ma capacité à maintenir les limites que j'avais travaillé si dur à établir. Le téléphone a vibré dans ma main, le nom de ma mère clignotant sur l'écran. Un instant, j'ai envisagé de le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose me disait qu'il était temps de faire face à ce qui allait arriver. Un an s'était écoulé depuis que j'avais quitté la maison de mes parents. Une année de croissance, d'indépendance et de guérison. « Allô » ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'attendais. « Ron ?» La voix de ma mère semblait plus faible, dépourvue en quelque sorte de l'autorité confiante dont je me souvenais. « C'est maman. Merci d'avoir pris mon appel. » La politesse formelle était si différente de sa communication habituelle qu'elle m'a momentanément décontenancé. « Bien sûr. Comment vas-tu ? On s'en sort. » Elle a marqué une pause maladroite. « Ton père va mieux, il suit son régime et son programme d'exercice des médecins. » Je suis content de l'entendre. Une autre pause s'est étirée entre nous, lourde d'une histoire non dite. Finalement, elle a poursuivi, je me demandais si tu serais d'accord pour nous rencontrer, ton père et moi, juste pour parler. Il y a des choses que nous devons te dire en personne. Mon premier instinct a été la prudence. Quel genre de choses ? C'est compliqué à expliquer par téléphone. Nous ne demandons rien, Ron. Nous voulons juste te voir et parler. Peut-être pour un café quelque part. En terrain neutre. L'expression « en terrain neutre » suggérait qu'il comprenait au moins une partie des dégâts qui avaient été causés. Après avoir confirmé qu'il ne s'attendait pas à ce que j'amène Tyler ou que je réponde à ses besoins, j'ai prudemment accepté de les rencontrer dans un café à mi-chemin entre mon appartement et leur maison, le samedi après-midi suivant. Quand j'ai parlé à Rachel de la rencontre prévue, son inquiétude a été immédiate. « Tu es sûr d'être prêt pour ça ? Tu ne leur dois pas ton temps. » Je sais, les jeux assurés, mais je pense que j'ai besoin de ça pour moi, pas pour eux. Pour leur faire face depuis une position de force plutôt que de vulnérabilité. Pour me montrer à quel point les choses ont changé. Elle m'a serré la main en signe de soutien. « Tu veux que je sois dans le coin ? Je pourrais travailler sur mon ordinateur portable à une autre table, juste au cas où les choses deviendraient difficiles. » Son offre m'a profondément touché. En fait, ça m'aiderait beaucoup. Le samedi est arrivé avec un mélange de soleil printanier et de brise fraîche. Rachel et moi sommes arrivés au café 20 minutes en avance, lui donnant le temps de s'installer à une table d'angle pendant que je choisissais un endroit plus central où mes parents me trouveraient facilement. Mon estomac était noué d'anxiété, mais ma résolution restait ferme. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je maintiendrai les limites que j'avais travaillé si dur à établir. Quand mes parents ont franchi la porte, j'ai été frappé de voir à quel point ils avaient vieilli en seulement un an. Mon père semblait plus mince, avec de nouvelles rides gravées autour de ses yeux. Les cheveux de ma mère montraient plus de gris, et sa posture habituellement parfaite semblait légèrement voûtée. Ils m'ont repéré immédiatement, mais se sont approchés avec des pas hésitants plutôt qu'avec l'assurance que je leur connaissais. « Ron » a dit mon père, sa voix portant une chaleur que je n'avais pas entendue lors de nos dernières interactions. « Merci de nous rencontrer. » Nous avons échangé des salutations maladroites avant de commander du café. En attendant nos boissons, ma mère réarrangeait nerveusement les sachets de sucre pendant que mon père se raclait la gorge plusieurs fois. Leur malaise était palpable, si différent de leur position habituelle d'autorité parentale. « Comment vas-tu » a finalement demandé ma mère. « Tu as l'air bien. »« Je vais bien » ai-je confirmé. « Le travail va bien, j'ai eu 2 promotions. J'ai mon propre appartement. Petit, mais c'est le mien. Je me suis fait de bons amis. » Ils ont hoché la tête avec ce qui semblait être un intérêt sincère, posant des questions de suivi sur mon travail et mon appartement. La conversation est restée superficielle jusqu'à l'arrivée de notre café, moment auquel mon père a posé sa tasse fermement et m'a regardé droit dans les yeux. « Ron, nous ne t'avons pas demandé de venir pour parler de la pluie et du beau temps. Nous te devons des excuses, et des excuses importantes. » De tous les scénarios auxquels je m'étais mentalement préparé, celui-ci n'en faisait pas partie. Je suis resté silencieux, leur laissant l'espace pour continuer. Ma mère a repris là où il s'était arrêté. La façon dont nous t'avons traité était mal. Profondément mal. Nous avons eu un an pour réfléchir à nos actions, et il n'y a aucune justification pour ce que nous avons fait. Pourquoi vous excusez-vous, précisément, ai-je demandé avec soin.
Leur réponse me dirait s'il s'agissait d'une véritable reconnaissance du tort causé ou simplement d'une tentative d'arrondir les angles. Mon père a soupiré lourdement. Pour avoir fait des problèmes de Tyler ta responsabilité. Pour avoir exigé que tu sacrifies ta sécurité financière pour le sortir d'affaires. Pour avoir menacé ton foyer quand tu as refusé. Pour avoir réellement mis cette menace à exécution. Il a baissé les yeux sur ses mains. Pour t'avoir manqué en tant que parent, quand tu avais besoin que nous soyons justes et solidaires. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de perspective? J'ai gardé un ton neutre, n'acceptant ni ne rejetant encore leur excuse. Les yeux de ma mère brillaient de larmes. La réalité a une façon de clarifier les choses. Après ton départ, le comportement de Tyler s'est aggravé. Sans toi comme. Je suppose, comme contrepoids, les schémas sont devenus impossibles à ignorer. Il a perdu 3 autres emplois, a ajouté mon père. Il a emprunté de l'argent à des amis et ne l'a pas remboursé. Il a saturé une autre carte de crédit dont nous ignorions l'existence. Quand il a bousillé sa voiture en conduisant après avoir bu, nous avons finalement dû admettre que nous ne l'aidions pas en le sauvant constamment. Le point de rupture est arrivé quand il a vendu les clubs de golf de ton père, un cadeau de retraite de son entreprise, pour couvrir une dette de jeu, a dit ma mère doucement. Nous l'avons confronté et il est devenu verbalement abusif, disant que nous lui devions notre soutien parce que nous sommes une famille. Sa voix s'est légèrement brisée. C'était comme entendre nos propres mots nous être renvoyés, et soudain, nous avons pu voir à quel point notre logique était tordue. Ils ont continué à expliquer comment l'année s'était déroulée. Tyler finissant par déménager à nouveau pour vivre avec une petite amie, les laissant avec des factures impayées qu'il avait promis de couvrir. Des difficultés financières qui les ont forcés à puiser dans leurs économies de retraite. Le stress contribuant à la crise cardiaque de mon père. La reconnaissance lente et douloureuse qu'ils avaient encouragé des comportements qui nuisaient non seulement à Tyler, mais à toute notre famille. Nous n'attendons pas ton pardon, a finalement dit mon père. Nous n'attendons même pas que tu veuilles de nouveau une relation avec nous. Mais tu mérites d'entendre directement de notre bouche que nous avons eu tort, et que nous sommes profondément désolés pour la douleur que nous t'avons causée. Je suis resté assis en silence un moment, traitant leurs paroles. Les excuses semblaient sincères, spécifiques, assumant la responsabilité plutôt que de trouver des prétextes, et sans attendre de pardon. Pourtant, une année de blessures ne pouvait pas être effacée en une seule conversation. J'apprécie vos excuses, ai-je dit avec précaution. Le fait que vous reconnaissiez ce qui s'est passé signifie quelque chose. Mais reconstruire la confiance prend du temps. Si nous devions avoir une relation à l'avenir, les choses devraient être fondamentalement différentes. Ils ont tous les deux hoché la tête en signe de compréhension. À quoi cela ressemblerait-il pour toi, a demandé ma mère. Je leur ai exposé des limites claires, aucune implication financière d'aucune sorte, le respect de mon indépendance et de mes décisions, aucune pression pour me réconcilier avec Tyler tant qu'il ne démontrerait pas un changement significatif, et la compréhension que toute relation future se ferait à mes conditions, se développant à mon rythme. Cela semble être des limites raisonnables, a reconnu mon père, plus que raisonnables compte tenu de ce qui s'est passé. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, passant progressivement du passé douloureux à de timides possibilités pour l'avenir. J'ai appris qu'ils avaient commencé à assister à un groupe de soutien pour les parents d'enfants adultes ayant des problèmes de dépendance et de comportement, ce qui les avait aidés à reconnaître leur schéma de complaisance. Ils avaient également commencé un conseil financier pour se remettre des dommages causés à leurs économies de retraite. Quand nous nous sommes finalement préparés à partir, ma mère a demandé avec hésitation, serait-il possible de se revoir? Peut-être dans quelques semaines, juste pour parler, sans pression pour plus. J'ai considéré la demande. Je pense que ce serait possible. À petits pas. Alors qu'il se levait pour partir, mon père a tendu la main formellement, puis s'est rétracté. Pourrais-je? Est-ce qu'un câlin serait trop demandé? La question ne contenait aucune de l'arrogance qui avait caractérisé nos dernières interactions. C'était une demande sincère, offerte avec la compréhension que j'avais tout à fait le droit de refuser. Après un moment de réflexion, j'ai hoché la tête et j'ai accepté une brève étreinte, un peu maladroite, de chacun d'eux. Alors qu'ils partaient, Rachel m'a rejoint à la table. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé en me prenant la main. « Étonnamment bien » ai-je répondu sincèrement. Il semblait vraiment différent. Pas parfait, mais changé sur des points importants. Penses-tu que tu vas reconstruire une relation avec eux? Peut-être.
Une relation différente d'avant. Une relation avec des limites appropriées et un respect mutuel. J'ai serré sa main. La chose la plus importante que j'ai réalisée en étant assis là, c'est que je n'ai plus besoin d'eux. Pas de la manière désespérée d'autrefois. J'ai une vie dont je suis fier, des gens qui me valorisent pour qui je suis. Renouer avec eux serait un choix, pas une nécessité. Au cours des mois suivants, nous avons établi un nouveau schéma prudent. Un café toutes les quelques semaines est devenu un dîner occasionnel. J'ai visité leur maison pour la première fois à Thanksgiving, emmenant Rachel avec moi, à la fois comme soutien émotionnel et pour présenter une partie importante de ma nouvelle vie. Tyler est resté un facteur compliqué. Il était retourné vivre chez mes parents après la fin de sa relation, luttant toujours avec les mêmes schémas d'irresponsabilité. Mes parents tentaient maintenant une approche différente avec lui, offrant un soutien émotionnel tout en refusant les sauvetages financiers, encourageant la thérapie et la formation professionnelle plutôt que de favoriser le chômage. Reste à savoir si cela mènerait à un changement significatif. Ma relation avec Tyler lui-même est restée distante. Lors de mes visites occasionnelles, nos interactions étaient civiles mais superficielles. Le lien fraternel avait été trop gravement endommagé pour une réparation facile. Et contrairement à mes parents, Tyler montrait peu de reconnaissance de son rôle dans ce qui s'était passé ou de désir de faire amende honorable. J'ai maintenu des limites fermes avec lui, indiquant clairement que toute relation future dépendrait de ses choix et de son comportement. 6 mois après notre réconciliation au café, ma vie avait trouvé un nouvel équilibre. Rachel et moi avions emménagé ensemble, combinant nos ressources pour louer un confortable 2 pièces. Ma carrière continuait de progresser, avec des responsabilités qui me stimulaient et m'engageaient. Les amis qui m'avaient soutenu pendant mes moments les plus sombres restaient au centre de ma vie, créant une famille de cœur qui complétait ma relation prudemment reconstruite avec mes parents. Le parcours, de l'expulsion à la reconstruction selon mes propres termes, m'avait appris des leçons que je ne m'attendais pas à apprendre à 27 ans. J'ai découvert la différence entre le sacrifice et le soutien. L'un épuise tandis que l'autre renforce. J'ai appris que la vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, respecte les limites plutôt que de les punir. Plus important encore, j'ai réalisé que parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour les autres est de refuser de participer à leur autodestruction, même lorsque ce refus a un coût personnel élevé. Rester ferme sur mes principes m'avait coûté temporairement ma maison et ma famille, mais m'a finalement conduit à quelque chose de plus précieux, une vie construite sur des relations authentiques, un respect mutuel, et la confiance tranquille qui vient de la connaissance de sa propre valeur. La douloureuse année de séparation nous avait tous transformés d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible autrement, créant un espace pour des liens plus sains que ceux qui existaient auparavant. En repensant à ce moment dévastateur où je me suis éloigné de la maison de mon enfance sans nulle part où aller, je n'aurais jamais pu imaginer que cela me mènerait là où je suis maintenant. Plus fort, plus résilient, et entouré de personnes qui me valorisent pour exactement qui je suis. Parfois, il semble qu'il faille perdre ce que l'on pensait nécessaire pour découvrir ce que l'on mérite vraiment. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre maintenir vos limites et préserver la paix avec votre famille ?